Mais en fait, je vous prépare un nouveau décor. Je vais voilà vous faire une petite surprise pour le Lartigot Show que je relance. En fait, ça sera vendredi. Donc, je vous aurai droit à un nouveau décor. Je vous laisse découvrir la surprise. Alors, je suis excité. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va faire une série d'émissions. Bon, je pense pas, j'en suis sûr en fait. Ça va s'intituler mais vers quel avenir? Voilà. Vers quel avenir nous dirigeons-nous? Alors, est-ce qu'on va vers 1984? Ah non, 1984, c'était quand même dans le passé, tu vois. Et quand même, il y a quand même certains points qui peuvent courre avec ce roman dystopique. Alors de dystopie, on va en parler avec Pierrot, parce que Pierrot, en fait, c'est mon premier. Oui. Alors mon premier, attention, bon, pas de sous-entendu. Je sais que Pierrot apprécie ses doubles sens. Voilà, survivre à quoi? À l'effondrement économique. Ah ben ouais, ben tu vois, ben ce gars a écrit ce livre en 2011. Hein. Et moi, j'étais dans ma cabane au Canada, au fin fond du Canada. J'étais en train de lire ce livre-là. Ça m'a mis le pied à l'étrier. En tout cas, ça a aiguisé ma curiosité. Ça en est suivi un premier contact avec Piero San Giorgio. Ça va me rappeler mes débuts. Donc, on va faire un flashback 10 ans en arrière et on va accueillir Piero San Giorgio. Bonjour Salut mon Gilles. ami, comment ça va? Salut Gilles, très bien et toi? Est-ce que tu te souviens de notre première conversation par Skype? Mais en fait, je me souviens surtout de notre première rencontre à Montréal. C'était l'année suivante, c'était donc en 2012. Oui, Donc oui, c'est tu avais vrai. débarqué ouais, à Montréal pour faire une conférence et on s'est rencontrés et je t'avais donc j'ai profité de te faire dédicacer ce livre. Alors parce que tu sais que dans mes livres j'ai toujours des marque-pages. Je les surligne, je les voilà, je les annote et en fait j'avais ce musicien. Ah, il a bloqué Pierrot. Non, non, Ah, je t'entends, mais il va c'est vrai que revenir. ça freeze à pas de Ok, moment. tu m'entends. Ok, donc tu m'avais fait une gentille dédicace, un souvenir d'une belle rencontre virtuelle, puis réelle, et sûrement le début d'une belle amitié au boulot. Au boulot avec 3 points d'exclamation. Alors, tu as fait du boulot pendant ces 10 dernières années. Tu as écrit de nombreux livres qui sont quasiment tous des best-sellers. Alors, permets-moi, avant de te laisser la parole, bien entendu, parce que je vais te laisser donc développer tes réflexions et tes idées. Je vais présenter la trilogie, pour moi, la trilogie de Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement économique, qui est quand même un des fondamentaux. Bien entendu, bon, on ne peut pas oublier notre ami Vol Ouest avec Rue Barbare. Tu as une nouvelle édition, tu nous en parleras dans ce live, donc une édition enrichie Mhm. que tu publies donc chez un nouveau éditeur. Et enfin, c'est pas ton dernier, mais en tout cas, celui-ci, donc paru c'est quand que tu l'as sorti celui-là? C'était 2016. en 2016, c'est ça, c'est 2016. 2016, survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. J'ai noté, bien sûr, je me suis relu cet après-midi la partie sur les pandémies. Eh oui. On va commencer là-dessus. Euh, que de chemin parcouru, Pierrot. Quelle est ton analyse de ces 10 dernières années? Alors c'était ces 10 années où en fait je précède de moins en moins en avance les événements, puisque lorsqu'en 2011, et en réalité tout ce que j'écrivais en 2011, j'y pensais depuis 2005, les événements que je décris dans ce livre, qui ressemblent fort à ceux auxquels on vit maintenant et dans lesquels on va rentrer l'année prochaine. Je pense qu'on va, on va aller directement mettre les pieds dans le plat. C'est clairement l'effondrement économique, il est là. Il s'accélère vers un chômage de masse, vers des difficultés terribles que je décrivais donc dans ce livre. Et je suis de moins en moins en avance sur mes prédictions, puisque la réalité finalement rattrape ce qui était ma prospective depuis 2005 et surtout depuis 2011. Bien sûr, comme nous tous, comme toi, comme d'autres, nous avons été calomniés, attaqués. Bon, moi, j'ai pas eu le plateau de Canal Plus Enfin, comme toi. surtout toi, moi j'ai été Oui, peut-être un peu un peu à moins, l'abri par rapport à ça. mais c'est vrai que bon, après, moi, j'ai un côté provoquant. Oui, C'est mon caractère. J'ai toujours été comme ça.
j'ai un côté rentre dedans pour obtenir une réaction forte de mon interlocuteur ou de mon audience, afin qu'elle. Moi, en fait, ce que j'attends, c'est que en fait, ce que j'ai toujours attendu, c'est que des gens me disent non, ce que tu dis n'est pas vrai, ça ne va pas arriver pour telle et telle raison. Alors, les gens qui disent non, il y en a toujours, mais j'attends l'argument qui me dit c'est bon, des ressources, il y en aura pour toujours. 8 milliards de personnes sur la planète, c'est pas beaucoup. Les politiciens, ce sont des gens très compétents et qui nous aiment et qui ont à cœur notre bien-être et notre futur. Non, il n'y a jamais ce genre de retour. Au contraire, la réalité montre que nous allons vers un monde de plus en plus chaotique, de plus en plus désorganisé, qu'il y a de plus en plus de tentatives, à mon avis, très maladroites et très incompétentes de prise de contrôle et en tout cas de subjuguer les populations. Alors ça, on verra si ça marche ou pas. On a un monde de plus en plus sale, de plus en plus corrompu, de plus en plus différent de celui que toi ou moi avons connu dans notre enfance, où on nous avait promis la fraternité entre les peuples, la prospérité et la paix. Et on va vers en fait un contrat social qui s'est désintégré, puisque si ces promesses-là ne sont bien sûr pas tenues ni réalisées, au contraire, nous allons vers le chaos, la guerre, la violence, la maladie, finalement l'horreur. Et donc c'était finalement mon devoir, comme pour toi, comme d'autres, chacun un peu dans son domaine, bien qu'on essaye de se tendre la main d'un domaine à l'autre, chacun avec notre style, chacun avec nos qualités, nos défauts, bien sûr, d'essayer d'alerter, d'être des lanceurs d'alerte, de dire voilà, attention, on nous nourrit, enfin on mange de la merde, tu le dis mieux que moi, mais je le disais aussi dans mon livre, on vit de manière horrible, on est des esclaves, on est endetté déjà de manière personnelle, mais en plus de manière collective à des niveaux qui nous plongeront dans l'esclavage. Littéralement, hein, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment l'esclavage. Là, on nous contrôle par ces maladies. Alors, en début d'année, j'étais un petit peu, comment dire, le mot français le plus juste, c'était j'étais circonspect par rapport à la réalité de ce virus et surtout, ben, j'y suis allé avec prudence, c'est-à-dire en disant aux gens, ben, ne paniquez pas, mais vous savez quoi faire parce que vous avez été préparé, vous avez lu ce livre NRBC. Alors finalement, dans le meilleur des cas, c'est une fausse alerte, et dans le pire des cas, c'est une tentative de manipulation en utilisant une maladie finalement pas très, enfin un virus pas très grave, pas très dangereux. Alors on ne sait jamais, hein, mais bon, pour l'instant, voilà, on s'est rendu compte de l'arnaque. Alors, en tout cas, une partie de la population assez grande s'est rendue compte de l'arnaque. Bon, ça exclut pas qu'il puisse y avoir un jour une vraie épidémie qui fasse vraiment du mal, mais le résultat, c'est que nous sommes face à une démolition contrôlée de l'économie aujourd'hui. Et au fur et à mesure de mes livres, au fur et à mesure des années, eh bien, mon audience a agrandi. Les sceptiques, beaucoup de sceptiques se sont ralliés. Finalement, d'autres me disent, ben, finalement, malgré ton côté bah, chacun son appréciation, mais provoquant, de gros connards, etc. Peu importe. C'est pas pour eux c'est pas pour moi non plus que je fais ça. Eh bien, t'as raison. En fait, on doit se préparer parce qu'au fond, quoi qu'il arrive, récupérer une maîtrise de notre autonomie alimentaire, de notre santé, de notre activité physique, de notre liberté intellectuelle, bah, c'est le minimum qu'on peut faire pour être un petit peu libre. Et quoi qu'il arrive, qu'on aille vers une dictature, qu'on aille vers la guerre, qu'on aille vers la guerre civile, qu'on aille vers un effondrement total de l'économie, ou partiel, ou régional, ou peu importe, bah, au moins quand tu as de quoi, quand tu as une famille, des amis, de quoi te nourrir, hein, avoir de l'eau propre, manger sainement, ne pas tomber malade à tout bout de champ, là aussi on nous dit pas, mais les morts et les malades qui sont très inférieurs au nombre officiel. Mais enfin, moi, j'ai des amis dans les hôpitaux en Suisse, comme toi, probablement vers chez toi en France. Quand ils nous décrivent l'état des malades qui meurent effectivement, ou qui sont achevés plutôt par ce virus, ben, ils sont vraiment pas en bonne santé, ils sont déjà très âgés, mais en plus, ils ont souvent des maladies en plus, C'est la pulmonaires, comorbidité, ouais. voilà. Ouais. Et donc en réalité, qu'est-ce qu'on veut quand on a quelqu'un qui...
qui est C'est très ça qui est malade. effrayant en fait, c'est que en fait c'est un virus qui est pas forcément dangereux. On fera un point si tu veux sur la grippe espagnole que tu décris dans ton livre de 1918 pour faire un parallèle par rapport à Mhm. ça. Alors je voudrais avertir ceux qui regardent en fait ce live. Il y a beaucoup d'abonnés de Pierrot, je pense, parce que je fais quasiment 2 fois plus d'audience que d'habitude. Donc voilà, merci à vous de nous avoir rejoints. Alors je vais pas prendre vos questions de suite. J'aimerais, je dirais, échanger avec Pierrot sur certains sujets. Et ensuite, donc, je remonterai le fil de vos questions. C'est pour ça que ne les posez pas rapidement. En fait, voilà, attendez plutôt la deuxième partie de ce live et on répondra donc à vos questions. Donc, c'est ça qui est effrayant, Pierrot, parce que il y a eu des virus, je dirais, plus virulents, Ah ouais. et notamment cette grippe espagnole. Tu peux revenir un petit peu dessus si tu as ça en mémoire Oui, ou oui, bien parce sûr. que j'ai. Alors, je vais te Ok. faire un bref résumé en 2 minutes, mais en fait, la Oui. menace biologique, qui est sous forme essentiellement dans l'histoire humaine de bactéries, mais qu'aujourd'hui on maîtrise pour l'instant encore très bien parce qu'on a inventé les antibiotiques, puisque les antibiotiques détruisent les bactéries depuis les années 20, puis Fleming et puis surtout depuis les années 40. En fait, on a totalement détruit cette menace. Mais pendant des milliers d'années, la menace bactérienne, et puis en Elle partie existait. virale, elle Ouais. était démoniaque, elle était terrible, elle tuait chaque 3 4 générations des 10, 15, 30% de la population. Et puis parfois, lorsque par exemple la peste arrivait, et il y en a eu plusieurs sortes, parce que la peste, ça ne veut pas dire le bacille de la peste, Iserna pestis, qui est celui de la peste noire. La peste, ça voulait dire la maladie, la pandémie, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque. Mais on a eu des pestes, la peste d'Athènes, la peste de Justinien, on en a eu, qui ont ravagé l'Asie et l'Europe en faisant à chaque fois des 40, 50% de la population qui mourait. Et donc là, il faut s'imaginer que c'est pas 4 ambulances et des médecins qui se plaignent, des médecins qui se plaignent en ligne parce que les 50 lits de l'hôpital de la ville sont remplis. Là, c'est tous les gens que tu connais, la moitié meurent. Ouais. C'est juste Incroyable. incroyable. Alors évidemment, on n'avait pas les mêmes notions d'hygiène, on n'avait pas la compréhension du microscopique, on ne savait pas ce que c'était. On comprenait pas, on pensait que c'était en l'air, on avait toutes sortes de croyances. Bah, avec la science de l'époque, avec l'observation de l'époque, on ne pouvait pas savoir, on n'avait pas de microscope. Et donc, ça a été terrifiant. Et je pense que cette terreur, et je pèse mes mots, cette terreur, elle est toujours en nous parce qu'elle est rentrée dans notre épigénétique émotionnelle, elle est rentrée dans notre cerveau, où lorsqu'on nous parle d'épidémie et de trucs, nous, en fait, la plupart des gens partent en alerte. Et en fait, c'est ça, parce qu'on veut se protéger de ce genre de terribles euh, malheurs et douleurs, de voir ses enfants, c'est les gens qu'on aime mourir, et même soi-même. Et puis, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les virus sont une petite. Dans l'histoire, les virus sont relativement récents en tant qu'épidémie, puisque les gens n'étaient pas les uns sur les autres comme depuis le XXe siècle. Et c'est vrai que la Ouais. grippe espagnole, c'est un des premiers cas bien étudiés d'influenza, donc d'un virus de grippe, de H1N1, qui a traversé le monde. Aujourd'hui, c'est devenu très à la mode. Il y a beaucoup de livres très très érudits qui ressortent, qui Ouais. vont même beaucoup Ouais. plus loin que ce que j'écrivais dans mon livre. D'ailleurs, je tiens à dire que ce n'est pas que mon livre, je l'ai coécrit avec. Oui, tu as coécrit avec Chris Millennium. Je l'ai précisé dans le Voilà. post que j'avais Oui, envoyé, mais c'est vrai qu'on oui, oublie oui. souvent les co-auteurs. Ouais. Et pour les gens qui nous écoutent, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas quelqu'un qui, comme moi, pour le coup, a pris le rôle d'un journaliste qui simplifie les notions et qui les rend lisibles pour la plupart des gens. Chris Millennium, qui a évidemment son nom d'art, eh bien lui, c'est l'ancien patron de la cellule NRBC du GIGN, qui est réputé mondialement pour être parmi les meilleurs au monde dans la lutte contre les crises liées à des événements nucléaires, radiologiques, biologiques et aussi chimiques. Et donc c'est une carrure, c'est un ancien chimiste, c'est un scientifique, c'est pas juste un gros bras, c'est un scientifique qui en plus est gros bras et intelligent. Donc c'est des troupes d'élite, hein, ces gens. Oui, tu sais toujours te Et sourcer en fait avec ah bah oui, auprès de spécialistes. Hein. C'est comme ça que tu avances et qu'on apprend hein, de ouais, ceux qui savent en fait. exactement. Comme tu l'as fait très bien aussi dans tes 2 livres. Mm. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une terreur qui a été amplifiée par d'abord les images. On se souvient, on en avait parlé en janvier
de ces Chinois dans la rue morts. Alors on ne sait pas ce que c'est devenu, on ne sait pas si déjà ça avait été une manipulation. C'est très intéressant d'aller découvrir un peu ce qui s'est passé. Mais moi, mon boulot, c'est un peu de dire, d'abord, soyez prêts à ce genre d'éventualité, ça pourrait revenir, et ça pourrait revenir en vrai, pour une fois. Parce qu'on pourrait avoir une grippe qui pourrait venir. Et là, c'est beaucoup plus dangereux, parce que, effectivement, le coup de la grippe espagnole, qui, bien sûr, n'est pas espagnole, bien Ouais. sûr, probablement vient de Chine aussi, C'est mais ouais, c'est ce que j'ai ouais, appris en relisant ton livre. En fait, ça venait de Chine. Ça s'est déroulé sur 2 ans, en ouais, fait. Et puis ça a été la plus grosse pandémie, hein, quasiment ouais. de l'histoire, en tout cas l'histoire Oui, contemporaine. on estime entre 40 et 60 millions le nombre de morts dans une population de 2 milliards à l'époque, hein, donc 4 fois moins Ouais, d'habitants de l'époque, donc il faudrait multiplier par 4, donc ça ferait 4 fois 4, 16, 160 millions au minimum de ouais, morts aujourd'hui, c'est énorme. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'était aussi ça a coïncidé une époque où les populations étaient faibles, elles sortaient d'une guerre, elles sortaient d'une guerre terrible, donc la guerre de 14-18, les populations étaient mal nourries, en plus d'être peu nourries. Il faut se rendre compte que bah, les gens ils mangeaient du pain hein, tout le temps, tous les jours. Donc parce que c'était une économie de guerre, il y avait pas le raffinement surtout dans les villes, hein, bien sûr. Dans les campagnes, les gens ne sont pas tellement morts parce qu'ils mangeaient leurs légumes de potager et je pense qu'ils bien étaient sûr. assez sains. En revanche, dans les villes, entre les malades, les faibles, les gens qui manquaient, faut pas oublier que l'Allemagne était affamée en 1918. Ils ont eu 2 millions de morts à cause qui sont morts de faim en 1918-1919, les Allemands. Donc ils ont souffert hein, de la guerre. Et donc cette maladie, ben, elle en a profité. Alors aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un virus. On comprend son mécanisme, on comprend sa génétique, mais on ne comprend pas très bien parce que ce n'est pas tout à fait un être vivant. C'est un mécanisme, c'est une sorte de truc biologique qui se reproduit, mais qui n'est pas vraiment vivant. Donc on ne comprend pas encore parfaitement ce que c'est. Et donc, en tout Encore, cas, quoi qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de docteurs et de professeurs, des professionnels en tout cas du médical, tu as vu qu'ils prennent la parole de oui, plus en plus. Je pense que la parole vraiment se libère. Euh, Est-ce que tu penses que tu as écrit tu écris en ce moment un nouveau livre oui, que tu partages en fait sur tes abonnés Patreon, dont je fais partie, et toi tu fais partie aussi c'est du vrai. Hit Club, merci. Avec En tout cas, on a un grand invité intérêt d'ailleurs. prestigieux, voilà. Donc ça nous fait très plaisir tu nous mets quelquefois des commentaires, ça nous fait plaisir. Euh, donc si tu veux, tu écris sur la peur. Tu as écrit aussi sur la mort, tu envoies certains chapitres. Alors, j'aime bien t'inviter parce que on dirait que tu es encore plus pessimiste que je ne le suis. Mais en tout cas, je pense qu'on est réaliste. Oui, Mais je voudrais qu'on fasse passer quand même des messages d'espoir oui, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Parce que je remarque, et toi je pense que tu fais la même chose, il y a des personnes aujourd'hui qui sont un petit peu plus prêtes à affronter cet avenir. oui. Je vois par rapport aux enfants, tu vois, que l'on met à l'école avec un masque. Certains, en fait, mettent leur enfant parce qu'ils n'ont pas prévu, je dirais, cette rupture de la normalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système nous a enfermés dans une mécanique où on ne peut même plus garder son enfant à la maison. Et donc, il y a des personnes qui sont un petit peu plus prêtes, je dirais, que Hmm. les autres. Et pour elles, ça sera moins dur. Tu es de cet avis? Par, Justement, sur cette oui, préparation. alors par définition, et c'est vrai que, alors, deux choses à dire. La première, c'est que plus on travaille sur l'autonomie et sa préparation à tenir le coup en cas de coup difficile, que se passerait-il si demain une grande panne d'électricité? Est-ce que vous avez de quoi chauffer votre nourriture, de quoi vous chauffer en hiver ou de quoi vous refroidir en été? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Alors pour certains vont me dire, je m'en fous, je vis de manière très simple, j'ai pas besoin de tout ça. Très bien, bah, tu manges cru, enfin, ok. Mais la question est une question d'imaginer les scénarios potentiels et sans être forcément au départ sur des scénarios de guerre de zombies. Tu m'avais offert Oui, le tome ouais. 1 de Walking The Dead Walking Dead, à Walking Montréal, Dead. que j'ai complété depuis et que j'ai offert à mon fils la collection complète, puisqu'elle est terminée. Mais ça peut être tout simplement l'incendie de ta maison. Tu- Où on a vu des intempéries, il y en a tous les ans, avec des mini-catastrophes régionales climatiques, où on a tout d'un coup des inondations, tu dois quitter ta maison, et tu fais quoi? Eh ben, l'assurance, elle ne va pas venir te payer, te reconstruire une maison dans les 24 heures.
tu te retrouves en pyjama, peut-être pieds nus, dans la rue. Tu es content d'avoir sauvé ta vie et celle de ta famille, peut-être, mais t'as rien. Alors, est-ce Ouais. que tu as prévu le coup d'avoir un petit sac quand tu sors de chez toi? Dedans, tu as peut-être 1 000 euros, tu as peut-être une lampe torche, une couverture, une bouteille d'eau. Le minimum, minimum. D'ailleurs, même le gouvernement, même eux, ils préconisent la population d'avoir et de Oui, le tout à mettre fait. sur leur site. Alors encore plus en Suisse. Je pense qu'en Suisse, vous êtes encore plus, Ah je oui, dirais, prévoyant que nous le sommes, nous en France. oui, oui. Mais là, concernant, je dirais, la situation actuelle, en fait, on voit que notre ennemi, c'est l'État. Je ne sais pas Eh si ouais, tu es d'accord avec ben, ça. ça devient de plus Donc en c'est plus en fait évident. une bête contre laquelle tu peux pas forcément te battre. Non. En tout cas, physiquement. Bon, on est d'accord là-dessus. C'est pas je dirais un envahisseur qui vient nous envahir. Ben, Donc c'est voilà. même lui qui nous envahit, qui nous C'est amène quoi? C'est quoi? l'envahisseur. C'est même l'État qui a financé depuis 50 ans une forme d'envahissement du territoire. Alors oui, Donc c'est eux, hein, c'est effectivement, bah, pas. cette immigration voilà, non contrôlée, Ouais, par ouais, tous ces c'est l'État. attentats sous faux drapeau, dont on parlera une autre fois Bah dans le oui. club. Mais pour en revenir, je dirais à cette mise sous tutelle. On est sous tutelle, en fait, on doit respecter les règles sanitaires et qui nous sont donc imposées. Il y a beaucoup de personnes, notamment dans mon entourage et dans le club, qui s'inquiètent Mhm. sur cette vaccination, je dirais, obligatoire. Tu as vu qu'ils ont envoyé leur agent, ils commencent par envoyer Christophe Barbier, hein, avec son écharpe rouge, qui dit, ben oui, il faudra vous habituer à la vaccination Ouais, ouais. obligatoire, sinon vous ne pourrez plus sortir. Tu as lu ça? Je Tu as vu le pense que tweet? la question Ah, fondamentale, c'est que à quel moment le citoyen, lorsqu'il prend conscience qu'en fait ce n'est pas un citoyen mais qu'il est du bétail, et qu'il est traité comme en fait une sorte de bétail, qui est une sorte de, au lieu de le traire pour du lait comme des vaches dans des usines de production, il est trait pour ses impôts. Et que même tous les biens qu'il a sont une garantie pour l'État, pour que l'État puisse s'endetter encore plus pour son train de vie fastueux et parasitaire, et que pour qu'il fasse vivre et qu'il mette sous tutelle, soit sous forme d'allocation à une partie de la population, soit sous forme de présence euh, parasitaire partout de fonctionnaires. Alors après, on me dit, ah oui, moi je travaille, je suis policier ou je suis infirmière c'est l'État qui paye mon salaire, je suis pas un parasite. Mais non, ta fonction n'est pas parasitaire, mais le système qui te paye et qui te fait vivre est parasitaire. Et donc, en plus, une population qui aujourd'hui à 60 ou bientôt 70% dépend de l'État, eh bien, ne se révolte pas parce qu'elle a besoin de vivre. Donc, c'est ah ouais, un donc esclave tu parles donc des fonctionnaires, tu parles également des de retraités, tout. tu parles de tous les gens aussi qui reçoivent aussi des Et tout allocations. le En monde en fait, on reçoit. est devenu, Pratiquement tout le monde pardon, en reçoit. Et pas donc, moi. oui, non, mais à part les indépendants, qui sont les derniers à bosser J'ai bientôt. jamais eu aucune aide, tu Non, mais vois. oui, Voilà, j'ai été au chômage aussi, j'ai jamais touché le chômage parce que j'étais chef d'entreprise, donc c'est ça, voilà, c'est ça. j'ai Donc, payé par contre. J'ai donc payé. et on voit, c'est très intéressant de voir qu'il y a certains pays qui ont cette dérive totalitaire étatiste bien plus forte que d'autres. La France, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais pas du tout en Asie, pas du tout. Pas du tout en Amérique latine, pas du tout en Afrique, pas du tout au Moyen-Orient, pour des raisons différentes à chaque fois. En Amérique du Nord, on a le Canada qui est en train de partir complètement dans un délire de Ah ouais. totalitarisme. Et Ah je ne ouais. sais pas s'ils ont compris que 1984 d'Orwell, c'était un avertissement, c'était pas un manuel. Et donc ça fait peur. Et quand on parle de vaccination, tout d'abord, c'est ce on discutait ce week-end avec une amie que tu connais, Maëlle, avec qui on est en train Ouais. de faire des formations, et d'autres. On était tous absolument tous d'accord. On était une vingtaine de personnes. On n'était pas, on avait nos distances, mais Vas-y, vas-y, vas-y. on Vas-y, avait balance. nos, et Balance. tout le monde était absolument d'accord en disant, d'abord on veut savoir ce qu'il y a dedans, on veut savoir l'effet thérapeutique et les effets secondaires, on veut en être sûr, donc il faut des tests, etc. Donc on n'est pas prêt d'arriver là, on n'en est pas là. Deux, on veut savoir quels sont les adjuvants et les produits, on va dire non biologiques qui ont été rajoutés là-dedans et quels sont leurs effets éventuels, etc. Troisièmement, on veut savoir si effectivement il y a un traçage euh, qui est inhérent à ce vaccin. Parce que si c'est un Ah, traçage ou c'est un tampon sur mon carnet de vaccination, moi je vais voir mon médecin et je lui dis bon écoute, t'es ouais. gentil, tu te tamponnes et puis c'est bon.
Et lui, il va dire, Ouais. bien sûr, parce que tous les médecins ne sont pas corrompus, pas encore. Ouais. Donc, Pas encore, mais non, mais non, il mais y en a encore, il y il en y a en a encore qui encore quelques-uns réfléchissent, et ils quoi. sont nombreux. Je pense qu'ils sont nombreux. Oui, et on Mais, a mais intérêt à donc les il réveiller. y a cette option donc de puce RFID. C'est Il y a possible, aussi une option, je sais pas si tu l'as lu, ça aussi, d'espèce de tatouage en fait de c'est marque. ça. C'est ce qui est plus Tu as lu ça probable. aussi? Ah ouais? Ce qui est plus probable, c'est cette. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le brevet. Alors, moi, je suis pas croyant, hein, mais quand même, le brevet est le brevet 0666. On allait vérifier sur Internet hier en Ah ouais? live, Ah c'est ouais? bien ça. Ok. Et la matière, enfin, le produit chimique qui permet de tatouer sous-cutané, ça se voit pas, mais avec un scanner, on peut voir, ça s'appelle quand même la luciférase. Ah ouais? Et le vaccin il s'appelle El Diablo. El Diablo. Ouais, Ouais, tu donc vois, c'est donc assez. ça va être, de toute façon, je Les- pense qu'il c'est y a assez une marrant. grande partie de la population qui l'attend, ce vaccin. Mais bien Je sûr. pense qu'ils vont même pas chercher des cobayes. Et quand on voit le nombre de personnes âgées qui font la queue là en France devant les pharmacies pour se faire, je dirais, vacciner contre la grippe, Ah non, mais euh, la majeure partie de la population, elle mange des chips et du coca, hein. Donc, qu'est-ce que tu veux? Au bout d'un moment, enfin, c'est le grand dilemme des gens comme toi, comme moi et bien d'autres. Corinne Couget, tu te souviens, etc. oui, Euh, Quand on essaie d'alerter la population, on part sur la volonté de réveiller les gens, de leur dire mais réveille-toi, regarde, voilà ce qui est en train d'arriver, fais quelque chose, bouge. mais Et puis avec le temps, il faut apprendre à se dire qu'on peut pas. Alors d'abord, c'est très présomptueux de dire qu'on va sauver des gens, mais on va pas sauver tout le monde. Et il faut faire son boulot parce que c'est notre devoir, parce que c'est un instinct, parce que c'est ça peut-être le vrai altruisme, de dire voilà, ça va pas, je peux pas dormir correctement si je fais rien. En revanche, si les gens ne veulent pas écouter, c'est le vieux dicton, on peut pas faire ouais, boire l'âne qu'on amène, on peut l'amener à la fontaine, mais pas le faire boire. Là-dessus, tu sais, la raison pour laquelle j'écris un livre sur la peur et finalement la gestion de ouais. la peur, c'est parce que j'aurais pu gagner plein d'argent en faisant des bouquins sur comment faire du feu, comment Ouais, le moi c'est la sur. même chose avec les Mais recettes. Tu vois, oui, j'aurais mais pu bien faire plein de sûr, bouquins sur les recettes thématiques, tu vois, comment maigrir, comment grossir, exactement, végétarien. Ouais. exactement. Et j'y ai pensé à un moment, j'y ai regardé en me disant. Moi aussi, moi aussi. Et puis finalement, je me dis, mais quelle perte de temps, et qu'est-ce que je. Et puis bon, voilà, à la fin, la vie est courte, t'es pas là pour gagner de l'argent c'est un outil, ça va. Là, en revanche, vu ce qui est en train d'arriver et ce qui nous arrive dessus, le livre qui pourra vraiment être utile aux gens, c'est de gérer en fait leurs émotions, c'est de gérer leur peur, et pas seulement l'anxiété, et de savoir de manière. Donc c'est un livre qui, tu as sûrement lu déjà les premiers chapitres. Oui, Tu en es à peu près au premier tiers de ce que j'ai publié. Et ça va maintenant, on rentre dans le vif du sujet où je commence à écrire, parce qu'au fur et à mesure que j'écris, je les publie. On rentre. Alors j'avais déjà étudié le sujet, j'ai déjà des notes. Donc en fait, le livre, dans la première partie, traite de qu'est-ce que c'est que la peur, qu'est-ce que c'est cette émotion qui peut pour certains devenir débilitante et qui peut parfois causer des chocs psychologiques, du stress post-traumatique que l'on voit dans les pays qui se sont effondrés économiquement, que l'on retrouve chez des chômeurs qui ont perdu leur boulot et dont leur femme est partie avec les enfants et qui se retrouvent déclassés et qui finissent par tomber dans des quartiers où ils vivent avec des bêtes sauvages qui veulent les planter au couteau tous les jours. Je veux dire, c'est ça la prison qu'on nous prépare. C'est pas seulement le vaccin c'est aussi la prison de l'économique. C'est-à-dire que si tu bosses pas comme un esclave et que si tu es pas conforme et si tu es pas obéissant, eh bien tu vas tomber d'échelle sociale dans des quartiers où tu seras l'étranger, où tu ne seras pas bienvenu et où tu vas peut-être, toi et ta famille, subir une forme de sévice qui va être quotidienne et très dure. C'est le cas dans certains pays. On est en train d'arriver dans cette forme-là. Et donc, c'est ce que je dis toujours. Attention, précisons-le pour les gens qui nous écoutent. Je ne parle pas de toute l'immigration. Je ne parle pas des gens honnêtes qui travaillent, qui sont d'origine d'autres cieux et d'autres cultures et qui, sincèrement, travaillent, peu importe qu'ils essaient de s'intégrer ou pas, mais qui font un travail et qui partent à 6 heures du matin euh, après le couvre-feu, bondés dans les transports publics, là où le virus ne peut pas les toucher, parce qu'on sait très bien que le virus, il travaille que la nuit, en boîte de nuit, et bon, ça c'est encore une des absurdités du truc, et qui bossent toute leur journée et reviennent à 21 heures, bondés dans des trucs où il n'y a pas de virus,
pour rentrer chez eux, exténués, où ils voient jamais leurs enfants, et ils font ça parce que ils sont aussi esclaves de cette économie inhumaine qu'on a créée aujourd'hui. Donc ce n'est pas ces gens-là, quand je parle de bêtes sauvages, ce sont réellement des gens qui, pour des raisons qui sont compréhensibles, ils ont vécu des guerres, ils ont été enfants dans des pays où ça a été des ravages économiques aussi à cause des multinationales qui aujourd'hui nous mettent en esclavage et qui corrompent les politiciens. Enfin, je ne vais pas faire mon gauchiste, mais à la fin, tout a une influence et tout se retrouve. Donc c'est peut-être aussi le moment de se révolter. Simplement, on ne peut pas attaquer l'État, on ne peut pas se révolter de manière frontale, il faut être plus malin. Et c'est pour ça que ma stratégie depuis une dizaine d'années, c'était de dire retirez-vous un petit peu du monde sauvage et très malsain dans lequel on va vous faire vivre, pour vivre peut-être plus loin des villes, peut-être plus dans la campagne. Et c'est maintenant la prochaine étape, et je vais vous apprendre modestement, mais comme tu sais, j'ai étudié énormément de sujets par des interviews, par des discussions avec des spécialistes, des neurologues du niveau prix Nobel, des gens très très intéressants qui ont des compétences, qui nous disent, bah, voilà comment tu maîtrises ta méditation, voilà comment tu maîtrises ta respiration. Donc il y a toute une partie du livre sur l'approche physique de la gestion de la peur. Là, je suis encore dans la partie, je suis en plein d'écrire dans la gestion, pour tu parlais de la mort, Ouais. finalement de la gestion métaphysique de la peur. De la peur. Ouais. Si tu, par exemple, si tu acceptes la mort et tout ce qui en découle par rapport à toi, par rapport aux autres, la souffrance qui va avec, etc., si tu as une approche, par exemple, stoïque vis-à-vis de cet aspect-là, la mort devient moins agaçante, la peur de la souffrance devient moins angoissante, Ouais. et finalement, tu as une approche plus saine. Et donc, mais c'est du travail, ce n'est pas simplement Ouais, se dire. tu parles du stoïcisme, justement, le fait d'encaisser comme ça la peur. Est-ce que tu penses que la peur aussi ne vient pas de ne pas savoir où l'on va? Voilà. Absolument, Tu vois, cette peur, sans aller vers l'ensauvagement, je pense qu'on a tous une peur de perdre notre boulot et oui, d'être économiquement, de survivre. Et absolument. ça, je pense qu'avec une vraie réflexion, en fait, moi, je suis mal placé, je ne l'ai pas connu. Moi, en fait, j'ai changé de vie, tu connais mon histoire parce que j'ai tout perdu. Donc Mhm. voilà, après tu démarres de zéro, donc c'est un petit peu plus facile parce que si tu te lâches d'une main, tu vois, je ne sais pas si tu peux préparer en tout cas ce changement. Il y a énormément de personnes qui nous suivent, Ouais, qui sont dans cette démarche-là, déjà de vouloir quitter les villes, ouais, c'est pas facile aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive plus à vendre des appartements en ville et les maisons, je dirais en campagne, prennent des prix, enfin voilà, assez stratosphériques, en tout cas dans le sud, hein, où j'habite. bien sûr. Donc il y a quand même une prise de conscience qui doit tourner autour de cette comment je fais pour vivre, comment je fais pour Oui, payer ma vie, hein, c'est ça. cette réflexion économique. Non, non, c'est une équation complexe, et c'est vrai que c'est pour ça que dans ce que j'explique dès le début, dans Survivre à l'effondrement économique, tu sais, j'ai des différents piliers de la survie. Il y a un pilier, le numéro 5, qui est celui des compétences. Quelles compétences te permettent d'avoir un métier ou une activité rémunérée, professionnelle, on peut appeler ça comme on veut, qui correspondent à un monde différent que celui où, en fait, c'est l'avocat d'affaires, le cadre qui est valorisé et bien payé. Le jour où l'économie s'effondre, le cadre ou l'avocat, ils n'ont plus de job, hein, c'est fini. Et puis le vendeur d'assurance non plus, et puis la responsable de C'est marketing, tout ça, c'est plus. Mais pourquoi tu dis, pourquoi lorsque l'économie va s'effondrer, mais elle s'effondre, Elle Pierrot, s'effondre. tu le C'est dis en ça. plus toi-même, Oui, oui. l'effondrement a commencé dans Ah tous les oui. cas. Tu le Clairement, vois avec les signes, voilà, ah ben, que tu nous décris, toutes et les puis entreprises on est ferment là. touché. Je pense Toutes tout le monde les, économiquement est aujourd'hui touché par cette problématique de ben, je peux plus bosser, mon commerce est fermé, voilà, donc j'ai clairement disons que l'effondrement est un processus, n'est pas un événement. Il n'y a pas c'est pour ça que j'ai dit, à mon avis, la phase paroxystique, enfin, le gros début de l'accélération de l'effondrement, c'est 2020-2022. Mais ce n'est pas une date, c'est pas le 31 décembre 2012, c'est pas le 25. Il y a des événements qui font accélérer les choses, d'autres qui les ralentissent. Par exemple, le fait qu'on ait eu un président aux États-Unis pendant 4 ans, on verra si on en aura, si c'est le même pendant encore 4 ans. Il a ralenti le programme de l'État profond américain, qui est celui de mettre en place une forme de dictature, une nouvelle forme de dictature, mais au niveau planétaire. Bon, ça a été ralenti.
Donc il y a des événements aussi qui sont bénéfiques. On pourrait imaginer que tout d'un coup, ben, on a des nouvelles technologies qui nous permettent d'être plus efficaces. Mais franchement, j'en vois pas beaucoup. Et il ne faut pas se nourrir de faux espoirs. Moi, ça fait 10 ans que j'entends des histoires de pétrole abiotique et voilà, d'énergie gratuite, infinie. Tout ça, c'est bullshit, ça existe pas. Il faut connaître. Enfin, souvent, c'est des gens qui ont pas fait beaucoup d'études en physique, qui comprennent pas la base, quoi. En revanche, on peut, au niveau individuel, se mettre en dehors. Je prends par exemple les effondrements qui sont récents, comme l'Union soviétique et la Yougoslavie. Ceux qui étaient dans des régions loin des frontières et qui étaient dans des régions où finalement c'était homogène, ou dans le cas de l'Union soviétique qui s'effondrait, qui était dans des régions un peu agricoles où ils pouvaient avoir leur potager, bah, eux, ils n'ont pas subi ce qu'ont subi les gens des villes, c'est-à-dire violence, mafia, criminalité, corruption, appropriation des biens par des groupes armés, et voire des nettoyages ethniques en Yougoslavie. Donc, le choix et où on vit peut faire que nous pouvons passer à travers la crise de manière moins violente et moins grave et moins dure violente, que d'autres. ouais. C'est certain que celui qui habite dans le nord du Canada ou celui qui habite dans la campagne au Mali, qui ne dépend pas, c'est une question de dépendance, qui ne dépend pas des flux et des approvisionnements, bah, il peut vivre des années avant qu'il y ait le moindre impact. Mais tout ça, ça demande un choix, parce que celui qui habite à Paris, Marseille, Yeah. Rotterdam, Londres, aujourd'hui, il doit se poser la question. Et donc, celui des compétences, des métiers, celui qui est plombier ou électricien, il ne doit pas se faire de soucis. Il aura toujours besoin de plombier et d'électricien, surtout s'il est capable de fabriquer lui-même ou de recycler des matériaux. Oui. Donc il y a des métiers. Là, aujourd'hui, j'ai fait ramoner ma cheminée. Quand j'ai vu la facture, je me suis dit, ah ouais, ramoneur, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie d'être ramoneur parce qu'ils se disent, draguer les filles quand tu dis, ouais, je suis ramoneur. Putain, je pense qu'il va rouler en Porsche, le mec, parce que vu ce qu'il facture à l'heure. C'est sûr, c'est moins prestigieux qu'avocat. C'était la cheminée de Piero San Giorgio, c'est pour ça, Eh donc oui. t'as fait une facture en Non, conséquence. mais c'est la loi en Suisse, nous devons ramener les cheminées qui Oui, fonctionnent une bah fois par an. ici 2 fois, je crois que la loi en française nous impose à deux ramonages, je crois, par an. Des Voilà, contrôles de chaudières aussi, tu c'est sais, des ça. chaudières à fioul. Ils t'augmentent de plus en plus les contrôles, en fait, pour que tu les arrêtes. Voilà. C'est C'est ça. parce que, hein, Voilà, mais ça c'est encore un autre truc. Mais c'est vrai que voilà, ouais, donc c'est un mode de vie qu'on doit essayer de réfléchir, et donc c'est un mode de vie plus équilibré, plus sain, on n'est pas obligé d'être complètement parti dans le rural avec des moutons. Il y a des degrés, et ces degrés, ben, c'est en fonction de notre état d'âme, de notre mode de vie, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Pas tout le monde aime. Moi, il se trouve que j'aime bien mon potager maintenant, mais pas tout le monde aime ça. Alors, parfois, on se dit, bah, peut-être que c'est ton épouse qui fait le potager, et puis moi, je fais autre chose. Peu importe, on s'arrange. Et puis, ben justement, c'est l'intérêt des couples, hein, c'est le partage des tâches. En tout cas, tu fournis pas forcément de solutions. On donne plutôt des clés. Hein, on donne des clés de compréhension c'est-à-dire, parce que chaque cas est différent. en fait, bah oui, parce que ce serait d'abord malhonnête de dire, il te faut 25 mètres carrés de potager, plus deux vaches, plus. Enfin, ça n'a pas de sens. Chacun est dans un climat, un endroit différent, un mode de vie différent, chacun a une situation familiale différente, chacun a aussi des revenus et une fortune différente, chacun a une culture différente. Il y a des gens qui aiment pas la pluie et le nord, il y a des gens qui aiment bien le soleil, il y a des gens qui aiment bien la montagne, il y a des gens qui aiment bien. Voilà, moi je suis bien à la montagne, d'autres trouvent la montagne pénible parce qu'en novembre il pleut tout le temps. Bon, c'est à chacun de s'adapter. Donc en fait, je donne des pistes, et surtout je donne une matière de réflexion stratégique pour définir sa stratégie. C'est ce que je fais par ailleurs quand je fais du conseil, mais on va pas donner. Alors certes, on donne des listes d'outils, parce que ce sont des jauges, des mesures. C'est-à-dire que quand celui qui se dit, mais j'ai besoin de combien de nourriture pour tenir une semaine. Non, mais tiens, Emmanuel, C'est ça. vous l'avez écrit là. Donc, c'est rue Barbare, pourquoi? C'est survivre en ville, en fait. Hein, Oui. c'est survivre en ville. Celui-là aussi, pour moi, c'est la base, c'est survivre. Voilà.
Celui-ci, tu donnais également donc des pistes, hein. Tu as toute une liste, vous avez toute une liste de matériel, hein. Moi, j'en avais commencé à en cocher, Ouais, ouais. mais Parce que aussi les gens ne toute se une rendent pas compte. préparation, hein. Ce que tu dis depuis le début, en fait, ton discours n'a pas changé. Quand tu m'as dédicacé à 10 ans au boulot, et il est jamais trop tard pour s'y mettre. Tu Non, confirmes ça, Pierrot, même aujourd'hui? c'est jamais trop tard. Tout d'abord parce que ben, sans espoir, bah, on n'est plus rien. Mais aussi parce qu'il n'est jamais trop tard pour mettre dans son armoire un pack de bouteilles d'eau, un peu de couverture, une lampe torche. Enfin, tout est expliqué dans le livre. Il y a des démarches initiales très simples qui vous mettent le pied à l'étrier, qui vous font démarrer. Après, c'est en faisant des petites démarches simples, vous vous dites, bon, j'ai rempli une armoire avec des conserves et de l'eau. Ah oui, mais en fait, ça va pas, c'est pas un changement de mode de vie. C'est juste au cas où on a un long week-end avec une pénurie ou que les supermarchés sont vides, j'ai de quoi tenir 3 4 jours. Avec ma famille, bon, d'accord. Mais après, ben après, ça suffit pas. Et donc, à ce moment-là, le livre, tu reviens aux pages du livre que tu as lu et tu dis, ah oui, non, mais en fait, c'est pas 3 4 jours qu'il faut que je me prépare. C'est peut-être 6 mois. Et Oui. après, tu te dis, oui, mais après les 6 mois, ah, mais il faut que je produise ma nourriture. Ah ben voilà. Donc il faut que je filtre l'eau, faut que je puisse être capable de la Yeah. recueillir. Peut-être que je la file. Il faut que je produise ma nourriture par un potager, Puis après, tu te rends compte que ah ouais, mais cette tomate que j'ai produite moi-même, ça me donne de la satisfaction. Elle est meilleure et en plus, je suis heureux d'avoir ma tomate plutôt que de la tomate qui vient en barquette du supermarché en plein décembre. Et donc, euh, et donc, tu découvres des joies nouvelles. Et puis, tu vois tes enfants à la campagne qui sont bien plus heureux, où là, ils ne portent pas le masque, et que en ville, où ils se font racketter, où ils sont en plus. Je veux dire, c'est pas le problème numéro un d'ailleurs. Le problème numéro un, c'est cette repression étatique qui aujourd'hui est dans tous les jours, dans tout ce que tu fais, on te réglemente de ta naissance jusqu'à ta mort, du matin quand tu te lèves jusqu'au soir quand tu te couches, et ça devient de plus en plus intrusif. Et quand on te dit vaccin obligatoire, j'aimerais bien les voir venir chez moi, m'obliger à me vacciner, euh, Ouais. et j'aimerais bien Je voir pense que ça qui ne ils sera pas envoient. aussi facile Ah bah que non. ça, en tout cas, d'imposer un vaccin obligatoire. On voit ce qui se passe quand même en Angleterre, hein, où commence à y avoir une petite pression, hein. Il y a Ah eu oui. notamment la ville de Liverpool, hein. Il faut regarder en fait ce qui se passe à l'étranger. Oui, oui, parce que Euh, faut pas oublier, hein, on a quand même combattu l'occupation nazie, on a quand même combattu. Alors certes, c'était pas les mêmes hommes qu'aujourd'hui, mais faut pas déconner. Au bout d'un moment, il va y avoir un moment où le concept de défense que j'explique dans mes livres, qui est en fait un concept basé sur d'abord la capacité de se défendre, le devoir de se défendre, mais aussi sur la légitime défense. Le problème de la légitime défense, c'est qu'au bout d'un moment, elle va s'étendre à beaucoup plus de choses que ce qui est dans la loi. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la loi, c'est seulement quand tu es menacé que tu vas te défendre. Mais à partir du moment où on va te menacer de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste, moi je le dis hein, aux États qui nous regardent, faites attention, parce que nous sommes des millions, nous sommes des dizaines de millions, alors pas tous survivalistes, pas tous copains avec Pierrot, mais nous sommes des millions à un jour à en avoir marre, et là, ça va être différent le rapport de force. Et les populations immigrées, pour une fois, elles ne sont pas non plus dociles sur ce point-là. Donc nous allons être des dizaines de millions dans chaque pays européen à un moment dire stop. Et le jour où c'est stop, c'est fini. Parce que je pense pas qu'ils ont déjà beaucoup d'infirmiers pour venir te picouser l'épaule dans toutes les maisons. Puis même les militaires, vous n'êtes pas nombreux. Enfin, ils ne sont pas nombreux dans un pays. Donc oh, attention à ce qu'ils ne poussent pas la population à une révolte armée. Alors, pas de violence, l'amour, mais les bisous, mais faites gaffe quand même, parce que oui, en fait, ça pourrait tu es arriver. mieux placé que nous parce que vous avez donc Ah ben, en Suisse, ouais. le port d'armes, hein, D'ailleurs, donc ils nous l'ont en déjà dit en Suisse. Suisse, hein. Ils nous l'ont expliqué que, en fait, même un vaccin obligatoire ne serait pas obligatoire. Ils ont déjà annoncé Voilà. que Mais la on n'est loi pas contre le prévoit. vaccin. Je pense que tu n'es pas contre le vaccin, toi aussi. En fait, juste le choix, laisser le libre Alors, choix d'abord ça, d'être vacciné ou pas. et que, alors, on a une. En fait, ce qui est préparé en Suisse, parce qu'ils ont aussi acheté une dizaine de millions de vaccins, alors je ne sais pas s'ils ont reçu Ouais. ou. Bref, mais en tout cas, là, il y a d'ailleurs des pharma qui ont fait beaucoup d'argent cette année. Et l'idée, c'est que tu as dans la Constitution en Suisse l'intégrité corporelle qui est sacrée. Donc, personne ne peut te, entrer dans ton corps. C'est fondamental. Ok, Et ok. je pense que les femmes qui nous écoutent sont tout à fait d'accord avec ça. On ne peut pas, contre notre vouloir, notre volonté,
pénétrer notre corps avec, en tout cas, même avec une aiguille. Ouais. Ok. Et même les vaccins obligatoires qui sont obligatoires pour les enfants à l'école et qui sont déjà trop nombreux en Suisse, je crois qu'on en a 6, dont un qui est scandaleux, qui est l'hépatite B. Les autres, bon, ça peut se discuter. C'est polio, diphtérie, enfin voilà, mes gamins les ont fait. Mais hépatite B, j'ai gueulé avec la pédiatre, quoi. Et parce qu'un enfant n'est pas exposé à du sang contaminé Ouais. quotidiennement. Enfin, c'est pas de sens. Bref, mais le concept du vaccin, il y aurait beaucoup à dire. C'est pas moi un spécialiste. Il y en a d'autres qui en parlent très bien. Je pense qu'il y a des vaccins qui sont prouvés étant efficaces depuis longtemps, mais d'autres, et surtout dans des formes plus récentes, c'est beaucoup plus casse-gueule. Bref. Là, Je on vais prendre a. quelques questions Oui, vas-y. du chat. Vous êtes très très nombreux ce soir, donc vous parlez entre vous, C'est c'est bien. très bien. Hein. Donc quelqu'un m'a dit, bon, si je pense que c'était un de tes abonnés, c'était en début de chat. J'ai pas tout le début des chats. Désolé les amis. Il nous demandait si on allait parler de spiruline. C'est peut-être pas C'est bien l'objectif la spiruline. de ce soir. C'est très bien la spiruline. Tu en consommes de la spiruline. Euh, on nous demande par rapport aux élections américaines. Alors, je ne sais pas si tu as suivi nos émissions. J'en fais Oui. tous les soirs avec Jeff Beaulieu le dimanche, où on suit depuis plusieurs mois. Tu vois, Ouais, donc ouais, nos il sources est très bien, Jeff. d'information sont Ils sont très bien tes principalement. émissions. Merci beaucoup. Donc, quel est ton avis sur ces élections? Est-ce que tu es dans cette dynamique de ça a été préparé, en fait, c'est un hameçonnage donc, qui tend, enfin, qui fait plonger donc, les démocrates avec cette fraude massive au niveau des bulletins de vote et donc ça va être Trump qui va rester au pouvoir. Quelle est ton analyse, Pierrot, Alors, s'il te plaît? j'ai une analyse, puisque je n'y suis pas, et parce que j'y suis ça de manière lointaine, parce que j'applique moi-même sur moi-même mes principes de stoïcisme, c'est-à-dire que ce qui arrive arrive, et ce que je peux maîtriser, je le maîtrise, mais ce que je ne peux pas maîtriser, et les élections américaines, je ne les maîtrise pas, ben, je ne peux que faire des C'est spéculations ou du travail intellectuel d'hypothèses, et c'est pas mon travail, et d'autres l'ont fait très d'accord, bien, de faire de la recherche. Alexis Cossette sur Radio-Québec fait un travail remarquable, magnifique, magnifique, c'est notre principale source et d'information. d'autres aussi. Très- Donc, sur ce oui, point, bah, pour faire simple, on a deux hypothèses. On a l'hypothèse où, effectivement, l'équipe Trump a prévu le coup et prépare de mettre à l'envers la chose aux démocrates, et on le saura dans quelques jours, quelques semaines. Et si c'est le cas, ça peut changer complètement et retourner la situation. Auquel cas, il risque d'y avoir des émeutes et une quasi-guerre civile dans le pays, parce que ça va être ahurissant. Je veux dire, tous les gens qui ont, enfin, toute cette jeunesse un peu débraillée, un peu. J'ai pas de haine hein, contre eux, mais ils sont perdus. C'est ce monde horrible qui les a perdus. C'est des gens à qui on a menti du début à la fin. On leur a expliqué que si les Noirs sont pauvres, c'est pas parce qu'ils se bougent pas. Et il y a des bonnes raisons qui ont fait qu'ils ne pouvaient pas se bouger, mais c'est parce que c'est la faute des Blancs qui tous les matins se réveillent le matin en disant tiens, je me réveille, comment je vais oppresser les Noirs? Et comment je vais oppresser les femmes? Et comment je vais oppresser les homosexuels? Toutes ces balivernes, on leur a mises dans la tête, donc ces gens sont énervés. Donc il y a du nihilisme. Nietzsche nous avait prévenu il y a plus d'un siècle sur ça. Ça va devenir la guerre civile parce que l'armée va être amenée et ça va être super violent. À l'inverse, si Trump finalement laisse tomber et quitte, nous avons le retour de l'état profond qui doit rattraper le temps perdu dans ses analyses et tu- dans sa mise en place de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, mais en fond, c'est l'état profond qui se dévoile et qui met en place des systèmes de contrôle sur l'argent, sur la santé, sur le contrôle de la population. Aujourd'hui, on voit des gens, enfin des députés américains qui annoncent de vouloir faire des listes des gens qui soutiennent Trump et de faire en sorte de les débancariser, de les empêcher d'avoir un travail, etc. Je veux dire, le nazisme 2.0 est là. Ouais, ah, non, non, pas de liste. Ne parlons pas de liste sur cette chaîne. Je Non, veux la mais garder. on Non, en est non, là, quoi. c'est tout à fait ça. Tu disais, je t'écoutais dans un de tes lives où tu t'es exprimé justement à ce sujet et tu disais que le président n'avait pas forcément beaucoup de pouvoir en Oui, fait. Hein. Il y a quand président, ouais. même le Congrès, le Sénat. Bon, c'est. Mais C'est vrai.
Il y a une autre question. On parle beaucoup du grand reset. Donc, ce grand reset, donc, c'est ce plan qui vise donc à confiner donc de plus en plus jusqu'à ce qu'on craque et qu'on demande un grand renfort. Ce vaccin donc plus ou moins obligatoire, mais avec aussi des conséquences économiques. Et donc, ces conséquences économiques pourraient faire justement un reset monétaire. Donc, je sais que tu es assez calé concernant la monnaie. Je pense que ça ne pourra pas se faire si Trump est au pouvoir parce qu'il veut garder encore cet État-nation, Oui. donc les États-Unis. Je ne sais pas comment on peut faire un grand reset avec la Russie. Parce que la Russie, c'est quoi la donne, non? Donc, c'est quoi ton analyse sur ce grand reset? Alors c'est très compliqué parce que beaucoup d'interprétations existent et donc à la fin c'est un peu confus. Et je pense que le plan est même lui-même tu sais, Bancal. quand tu es très puissant, tu te donnes une direction et ensuite tu as plein de scénarios en fonction des opportunités qui se présentent et tu les appliques ou pas. Donc tu sais, l'explication a posteriori de tout ce qui se passe sur un plan ordonné, c'est pas vrai. Souvent, et puis même les élites ont des conflits entre elles, elles ne sont pas toujours d'accord de la manière de faire, etc. Pierre Hillard est quelqu'un qui explique très bien ça. Je vous encourage à aller voir son dernier livre, que vous trouvez facilement. Maintenant, ce qui est très possible, c'est que on ait un agenda de remise. Il y a deux éléments essentiels. Tout d'abord, c'est que les économies sont incroyablement endettées. Enfin, les États sont incroyablement endettés. Cette année, si on a un PIB dans des pays qui ont confiné comme des abrutis à moins 20% et qui ont détruit le tissu des PME de manière extrêmement brutale, les petits, les restaurateurs, ils sont tous en train de fermer. Ils ont tenu peut-être le Ouais. premier confinement. Là, dans le deuxième, c'est l'hécatombe. Ça va être terrible. Je Ouais, pense qu'on va voir vraiment en début d'année, c'est une hécatombe ouais, économique. On annonce plus d'1 million de chômeurs. facile, ouais, Mais le plus, c'est les petits commerçants, c'est en sûr. fait. Hein. C'est ces petites PME, TPE, Et etc. on voit qu'il y a déjà de la bravade et de la révolte. On voit que même en Suisse, où on a un confinement plus léger que le vôtre, mais enfin, qui est quand même bien ennuyeux, beaucoup de magasins finalement ouvrent quand même. Alors, ils jouent le jeu en disant: ah oui, mais les gens commandent par téléphone ou par internet, ils viennent, on leur livre. Puis en fait, dans la réalité, on voit bien qu'on peut quand même aller acheter sans avoir fait de commande Ouais. donc ils essayent de survivre, ils ont raison. Et c'est là, tous ces gens qui prennent ces décisions, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, alors qu'on a des petits commerçants, on a des petits entrepreneurs, eux, toute leur vie, tu es passé par là, moi aussi, toute leur vie a été mise, toutes leurs économies, tout leur effort, l'émotion qui. Enfin, après, c'est des suicides, c'est du chômage, c'est des désastres émotionnels et sociaux. Alors là-dessus, l'État qui crée le problème, il peut aussi être comme le pompier pyromane, amener la solution Ah en oui, disant: je vais vous bien amener sûr. le communisme, le socialisme pour tous les pauvres du monde, enfin pour tous les gens, je vais vous donner 2000, 3000 € par mois Ouais, pour bouffer. ce salaire universel, donc Voilà. ce salaire Et donc qui nous permettrait de survivre. on va avoir une sorte de communisme, comment dire, une socialisation des petites classes sociales par rapport à leur mode de vie. Et ça pourra jamais tenir parce que au bout d'un moment, entre celui qui dit: bah, moi je gagne 2000 € en bossant, mais si je foutais rien, je peux en gagner 1800, bah, je fous rien. Voilà. Et donc, je fais autre chose, je vais lire des bouquins ou aller à la pêche. Donc, il va y avoir toute une Mais sorte de. Ça marche jamais au-delà parce de ça, c'est encore plus de dépendance en par plus. rapport à l'État, ce dont on Oui, oui, disait et puis l'Union soviétique a super bien marché, hein. Donc, Cuba aussi, hein, génial comme ça fonctionnait. À la fin, ils bouffaient des chats et ils allaient à l'étranger pas pour les se chats. prostituer. Enfin, non, comme au Venezuela, où lorsqu'il y a eu la crise. Alors, c'est plus complexe que ça, je suis d'accord. Je sais qu'il y aura des gens qui vont me dire: oui, non, mais bon, il y a aussi l'embargo des États-Unis. On les a pas aidés, c'est vrai. Mais enfin, ça marche jamais, la mutualisation et le commun. Les gens, ils ont envie d'être indépendants, ne serait-ce que parce que la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, elles veulent pas des gens comme les autres, elles veulent le meilleur. Donc les hommes, ils sont intéressés à être le meilleur. Donc rien que par le processus de reproduction, on veut pas être tous les mêmes, on veut pas avoir tous le même revenu, on veut être différent, on veut se différencier. Et puis lâchez-nous la grappe, quoi. Et ça marche jamais. Donc ça va être une catastrophe, mais l'Union soviétique a duré 70 ans, hein, ça a été long. Ouais. Donc ça, c'est un premier plan. À un deuxième niveau, on a des grands groupes multinationaux avec des actionnaires, avec des gens qui, eux, à mon avis, ne vont pas être touchés par cette mise en commun des richesses. Eux, on va leur dire: ah, mais toi, tu es défiscalisé, tu es dans un paradis fiscal. Ah non, non, mais ça ne s'applique pas à toi.
je veux dire, on va opprimer les gens, on va prendre tous leurs biens, on va mettre en gage la propriété de la classe moyenne et des gens. Tu as une maison, elle sera plus à toi, tu pourras vivre dedans. Mais Oui, justement, les voilà. crédits, en fait, qui sont pas, je dirais, remboursés. Non, non, bah, on dit, bah voilà, c'est bon. Donc, En avec un risque, revanche, puisque si on a perdu notre boulot, voilà, en fait, ouais, le crédit, c'est un peu bien l'asservissement sûr. moderne, hein. En revanche, à plus haut niveau, je pense que là, ça s'appliquera pas. Là, on va rester sur des grands groupes qui vont fournir de la nourriture. Et finalement, il y a une sorte de corporatisme qui va se faire où l'État crée de l'argent en s'endettant aux banques qui, elles, continuent à bien se gaver. Cet argent est donné à la population pour qu'elle bouffe de la nourriture, des biens. Une fois de temps en temps, on va leur permettre d'aller en vacances, pas trop loin, parce que comme ça, en plus, les Verts seront contents, on ne va pas consommer de l'essence. Ce qui pourrait être aussi une des raisons sous-jacentes de tout ce problème, c'est qu'en fait, on se rend compte que effectivement, les énergies commencent à être rares, et donc, plutôt que d'avoir une économie qui s'effondre totalement par des mécanismes de rupture, on fait une démolition contrôlée de l'économie. C'est-à-dire on va réduire tout ce qui n'est pas essentiel du point de vue des élites, c'est-à-dire le, la petite épicerie de Mouloud, de Mouloud ou de Jeannette, on s'en fout. Enfin, je veux dire, le mec à New York, il en a rien à battre. Les mecs qui veulent aller à Ibiza par EasyJet, ils en ont rien à foutre. Hein. Eux, ils ont leur jet privé. Donc au bout d'un moment, ils vont démonter une partie de l'économie, le tourisme, parce que c'est des trucs de masse, tout ça qui consomment certes de l'énergie, etc., mais qui donnaient de l'espoir aussi et qui permettaient aux esclaves de temps en temps d'avoir leur bouffée d'oxygène, je ne suis pas sûr que c'est un bon calcul. Hein. Je pense que ça va très très mal finir pour eux. Mais de leur point de vue, ils ont ce rêve, ils ont cette idée de contrôle de l'économie, de la planification. Pour les pauvres, et la classe moyenne est incluse dans les pauvres, bien sûr, c'est l'esclavage. Et finalement, le sucre pour que tu restes chez toi, on te donne du porno, on te donne de la télé, et on te donne ton vaccin régulièrement, sinon, oulala, tu ne peux pas sortir. Et puis au-dessus, bah, c'est la belle vie pour peut-être 5% de la population qui, elle, continue à être actionnaire d'entreprises, qui vivent bien, etc. Qui garde ses privilèges, en fait. Mais Qui ça ne peut garde pas ses fonctionner, privilèges ce avec modèle. Ce modèle ne avec le peut pas peuple qui fonctionner. fournit comme ça, donc de quoi subvenir à leurs besoins, quoi. C'est un modèle qui est absolument, qui ne peut pas fonctionner pour les raisons que Orwell nous expliquait dans 1984. C'est qu'au bout d'un moment, le problème fondamental, alors c'est ça qui est démoniaque dans 1984, c'est qu'en fait une économie florissante ne peut pas fonctionner sans une population qui est motivée à travailler. Et c'est bien pour ça qu'on a aboli l'esclavage pour le transformer en salariat. Et c'est bien pour ça qu'on a ajouté au salariat les congés payés, les vacances, et l'accès à la consommation. C'est pour que les gens soient motivés à être Pour des travailler. esclaves très productifs. C'est ça, Mais c'est vrai. l'ouvrier du tertiaire de 1980, il est 10 000 fois plus productif que l'esclave dans un champ de coton. 10 000, enfin, ça n'a rien à voir. La richesse qu'il crée pour ses maîtres est bien supérieure. Le problème, c'est que si le maître devient fou et qu'il se dit, au fond, avec un mec qui reste chez lui à regarder Netflix et Pornhub, je tire quand même mon échelle, mon épingle du jeu. Alors certes, je serai 10 fois moins riche en tant que surmilliardaire. Au lieu de peser 200 milliards de dollars comme Jeff Bezos, j'en pèse que 20 relativement. Mon pouvoir d'achat, il reste absolument le même, mais j'ai ce sentiment de domination totale sur le bétail. Mais le problème, c'est que c'est mauvais parce que même les grands dominants du passé, ils avaient sincèrement à cœur le bien-être, alors tout est relatif, mais ils avaient Oui, oui, sincèrement oui, oui. Il y a le beaucoup de bien-être de leur préjugés par population. rapport à ça, par rapport au Moyen Âge, tout Oui, ça, avec, je dirais, les rois de parce qu'il y avait une France, religion, etc. parce qu'ils craignaient le jugement de Dieu, parce que quelque part, même les esclavagistes, on voit qu'ils écrivaient par moments en disant bah, finalement, je veux sauver l'âme de mes esclaves. Enfin, il y avait, là aujourd'hui, il n'y a même pas ça. C'est vraiment la domination totale. Donc je pense que c'est une maladie mentale. Je pense sincèrement que c'est une maladie mentale. Et je pense qu'on ne peut pas simplement agir contre de manière frontale. Il faut être beaucoup plus malin, il faut se préparer à être autonome, à être un peu plus loin et attendre que ce système tombe par lui-même. Après tout, les Amish, par exemple, prendre un exemple un peu extrême, mais Ouais, les ouais. Amish, eux, ils n'ont pas subi le monde moderne. Hein. C'est Eux, sûr, parce que bon, bah bon, voilà, après, moi, je vivrais pas comme un Amish, tu vois, moi mais non plus, mais je pense que toi, je pense que toi non plus. si c'est ça ou être Qu'est-ce que... marqué du vaccin et d'être traqué comme une bête et d'être obligé d'être dans une pièce avec la télé et comme tout exutoire Netflix,
Je sais pas, là la question se pose tout d'un coup. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on remette en question en fait nos acquis, cette société moderne en fait qui nous a un petit peu, je dirais, asservis. Elle a basculé. Je pense qu'on retrouvera jamais un État. Ça a coupé. Ouais, ça va On se revenir, retrouve, c'est normal. Des fois, il y a on est de des petites là. coupures. On est Bah de ouais, c'est ta là. faute. Tu me ramènes chaque fois les RG, donc forcément, il y a des On coupures. les salue, de toute façon, Donc, au fond, ils sont avec nous, hein. Ils savent très bien ils ce qui sont va avec leur nous. arriver. Oui, oui. Est-ce qu'on peut parler pendant ces 10 dernières minutes là du live des forces de l'ordre? Quel est ton avis sur les forces de l'ordre? Parce que beaucoup souhaitent en fait leur retournement. Est-ce que ça serait possible, envisageable d'après toi? Historiquement, ça arrive. Historiquement, lorsque le pouvoir est prêt à basculer, les forces de l'ordre basculent avec. En général, d'un seul homme, hein. Alors, on l'a vu ça en 1917, lorsqu'il y a eu la révolution, en mars. Les Cosaques, les gardes du tsar et la police ont changé de camp. Pour prendre des exemples beaucoup plus prosaïques, en 1945, la police allemande, elle a simplement servi les soviétiques d'un côté et les anglais, les français et les américains de l'autre. Ils ont resté exactement les mêmes uniformes, il faut le voir, hein, c'est vrai en Ah plus. ouais, Les mecs qui sont restés, ils ont juste gratté la svastika du casque, ils l'ont gratouillé pour que ça parte, mais ils ont gardé tout, et ils avaient même les armes, hein, et ils ont servi comme auxiliaires de police pour les forces occupantes. Donc il y a un petit côté moralement un peu décevant des forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a un côté où il n'y a pas d'idéal, c'est la gamelle et le salaire. Bon, ça c'est ouais, historique. j'exécute les ordres, mais surtout des fois c'est des ordres là de verbaliser, hein, Ouais. verbaliser à outrance Après, et de. la réalité sur le terrain, c'est que bah, comme partout, hein, il y a les enculés qui obéissent et qui ont même un petit plaisir à faire chier les gens, à leur mettre Ouais, une petite amende d'excès de vitesse, de trucs, machin. J'en connais. Et puis il y a des mecs vraiment bien, et j'en connais beaucoup plus de ce côté-là. Ils sont fidèles à Patreon et sur mes chaînes, comme j'espère sur les tiennes aussi, où eux me disent, tu sais, notre hiérarchie, c'est des enculés. Euh, à la fin, on fait ce qu'on veut. C'est vrai qu'ils nous foutent des quotas, ils nous disent on veut tant d'amendes par jour, enfin tant d'amendes par mois ok. d'excès de vitesse, machin. Quand on leur dit la réalité du terrain, ils l'ignorent, ils effacent nos rapports. Donc qu'ils ne comptent pas sur nous le jour où il faudra faire Ouais, du parce zèle, que quoi. justement, ces officiers de police, notamment ceux qui sont sur le terrain, donc sont confrontés au réel, Ah bah, ouais. à la réalité, et puis c'est tout à fait différent de ceux qui les pilotent, hein, qui leur donnent des ordres. Donc là aussi, c'est Sun Tzu, l'art de la guerre, qui disait que l'armée, en fait, ce qui fait la force d'une armée, c'est le nombre. Pas seulement, Et c'est aussi ben, en fait, l'habileté avec laquelle on change les choses. Laurent Ozon, dans une interview récente, me disait, et c'est, je pense, une image très, très appropriée, qu'en fait, le jeu dans lequel on est, c'est un jeu, c'est pas un jeu d'échecs, c'est un jeu de Go. Et dans le cadre des forces de l'ordre, c'est tout à fait ça. Il se peut très bien qu'il suffit d'une pièce qui change et vroom, tout l'échiquier change de couleur. Tu vois le jeu de Go avec les ok, pions ouais, blancs et ouais, ouais, noirs. ouais, ouais, Il ouais, suffit ok. que tu aies deux pions de la C'est même les points de couleur bascule, et en il y a fait. des exactement. Et il se peut. Et moi, par exemple, je sens que les velléités totalitaires, notamment de l'État français, puisque la plupart de nos- des gens qui nous écoutent sont en France, je pense il est très très fragile en réalité. C'est un État incroyablement fragile qui est une sorte de tigre de papier, bien sûr Ouais, par moments encore capable de mettre des lois, de vociférer des trucs, de faire mais qui l'écoute encore vraiment? Alors une partie de la population esclavagisée, oui, mais en fait on est de plus en plus nombreux cette crise de cette année de Covid, avec ses conséquences réelles, mais aussi avec tellement d'incompétences, tellement de mensonges, tellement de folie, ouais. elle est quand même, euh, elle a réussi à, je pense, énerver une quantité de personnes phénoménale. Ouais, ça commence à être visible. Et Ah c'est ouais. encore les médias, c'est encore ces médias qui tiennent le narratif, hein. C'est Mais la on même sent chose que, en Suisse, je suppose, c'est la même chose qu'en oui, en France. Suisse c'est comme en France, mais néanmoins, on voit, autant en Suisse qu'en France, quand même pas mal de médias qui commencent à sentir le souffle chaud de la population énervée contre eux dans leur vie privée. Parce que moi personnellement, quand je rencontre un journaliste,
je ne mâche plus mes mots. D'ailleurs, je refuse les interviews dorénavant, enfin depuis déjà pas mal de temps. Mais maintenant, je leur fais le discours qu'aurait fait quelqu'un en 1946, un ancien collaborateur, hein. Ouais. Je leur dis ce que je pense maintenant. Et ils C'est ce qui baissent les les attend. yeux, ils baissent les yeux, ils baissent la tête et ils bafouillent, ouais, mais bon, et ils s'en vont physiquement, hein, de là où je suis. Alors que je les menace pas, je leur dis juste ce que je pense. La Ouais. menace n'est pas nécessaire. Juste, ouais, justement, ce basculement avec, là on nous parle donc que la Caroline du Nord a basculé donc chez Trump. Eh, Ce basculement potentiel, donc ça peut être réellement une gifle, hein, ah ouais. aux médias mainstream. Ben, c'est leur Donc ça, mort. C'est pour ça qu'ils se battent. Je pense qu'il y a une guerre à mort aux États-Unis entre. Je vais voir l'info, mais c'est vrai que c'est une, c'est une, c'est une guerre à mort, ouais, littéralement, parce que le, le, le scandale est tellement gigantesque. Alors si ça passe, bah, c'est terrifiant, mais si en revanche la bascule se fait, là on a peut-être un grand nettoyage qui arrive. Alors ça n'empêche pas que le million de chômeurs il est fait, ça n'empêche pas que la crise économique elle est là, mais au moins on a une sorte de nettoyage, ce qui peut, et c'est là où est vraiment, s'il doit y avoir un espoir sur lequel je ne compte pas, mais s'il doit y avoir un espoir, c'est que par le fait de nettoyer, ça donne un souffle, un renouveau, un espoir aux gens qui à ce moment-là réforment beaucoup les institutions, les États, etc., mais surtout se remettent au travail. Parce qu'au fond, même dans une économie sans pétrole, on peut faire des choses. Même dans une ouais, économie effondrée, on peut reconstruire. Même dans une économie, même dans un monde où les gens se détestent et ont la haine entre eux, entre communautés, eh bien, on peut faire des trêves et trouver les moyens d'entente et reconstruire. Alors, c'est des visions peut-être utopistes pour le coup, et c'est pour ça que je dis je n'y crois pas, je n'y compte pas dessus, mais il faut avoir l'espoir que ça puisse arriver. Et si ça n'arrive pas, bah, ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, il faut savoir à ce moment-là, y adhérer. Et il y a eu des souffles comme ça. Par exemple, moi, je suis de ceux qui pensent que la Révolution française, c'est un mouvement horrible, génocidaire et dégueulasse. Mais il faut constater qu'il y a eu un élan de construction de ce qu'on veut, suite après la terreur en tout cas, ce qui a amené l'élan de Bonaparte, qui aussi a ses éléments négatifs, bien sûr, ouais, mais on a ça dans les émissions. Alors, on va pas parler de l'Allemagne dans les années 30 par rapport aux années 20, parce que ouais. ça nous amène aux années 40 qui sont terribles, et que je déteste. Moi, je suis absolument pas un fan du nazisme, hein, du tout, c'est une horreur. Juste, je le précise, parce que parfois les gens comprennent pas. Non mais rappelle-le ça quand même, que dans les années 30, en fait, Eh ouais, l'Allemagne s'était relevée, eh en fait, oui, avait une économie florissante, s'était qui a dégagée en explosé. fait des crédits. Hmm. Voilà. Exactement. Moi, alors je vais prendre un exemple que je connais plus personnellement pour l'histoire de mon grand-père, parce que j'ai sorti un roman qui raconte un peu sa vie, Oui, qui marche bien et qui est, je pense, assez touchant. Je ne sais pas si je l'avais envoyé ou quoi. Mais dans les années 20, en Italie, après la crise qui a suivi la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole d'ailleurs, l'Italie était dans vraiment une période très similaire à ce que vivent les États-Unis aujourd'hui. Des émeutes, des gens qui voulaient le socialisme, les grands groupes industriels qui voulaient surtout pas, mais qui avaient besoin de leurs ouvriers, donc ils pouvaient pas non plus. Donc ils ont commencé à lâcher du lest, mais comment faire? Parce que face à la violence, tu peux pas juste dire je te donne une semaine de vacances de plus, hein. Quand le type il veut brûler ton usine, le rapport de force il est difficile. Toi tu es tout seul dans ta maison et eux ils sont 1000 quoi. Donc en fait, il y a eu des troubles qui ont amené au fascisme, qui est une forme de socialisme, mais qui s'arrange en fait avec les groupes industriels et avec le nationalisme, avec les patriotes, les anciens militaires. Et l'Italie a eu 20 ans d'essor économique fantastique, l'essor économique que même Churchill, que même les Anglais, que même les Américains, et même d'ailleurs Atatürk a copié pour relancer la Turquie après son indépendance, eh bien, ça a fonctionné du feu de Dieu. L'économie marchait bien, les gens étaient contents, il y avait des taux d'approbation, et à l'époque, ils n'avaient pas besoin de bourrer les urnes, hein. Les gens, ils votaient à 80% pour le parti fasciste, parce qu'ils considéraient que ça marchait bien. Alors après, ils ont merdé, ils sont allés dans la guerre, et ça a été une catastrophe, ça a été un désastre, ça a été un drame, une vraie tragédie pour le pays et pour les individus qui ont traversé cette époque, et c'est ce que je décris notamment dans mon roman, mais il y a parfois des élans idéologiques. Sous Staline, les gens, ils ont été terrifiés, mais ils ont bossé comme des malades. Et ils ont créé une industrie incroyable parce qu'ils ne voulaient pas être envahis par l'Allemagne.
Ils ont bossé comme des malades dans les années Oui, parce qu'il 40-50. y avait à cette époque-là, Pierrot, une union nationale quand Oui, même, oui. Et qu'on n'a plus aujourd'hui. Hein, mais peut-être que c'est par la crise qu'on- qu'on la retrouvera. Mais encore une peut-être, fois, ouais. je ne compte pas dessus et je considère qu'il vaut mieux travailler sur son indépendance personnelle, de sa famille, avec ses amis, dans le quartier dans lequel on vit, de travailler son autonomie, sa résilience, euh, tout ce que j'explique dans mes livres. Mais Ouais. si un espoir arrive, il faut le saisir, bien sûr. Il ne faut pas faire... Merci, voilà. merci beaucoup pour nous avoir éclairé ce soir sur cet avenir qui nous attend. Bon, t'as Apocalypse Now, ouais, je savais que tu allais me sortir un t-shirt de circonstance, je savais que tu allais planter le décor, donc très très noir au début de ce live, et ouais, ça t'a fait marrer, toi. Mais ça nous fait marrer parce que il faut toujours garder espoir, et je pense que tu nous as donné quand même durant ces 10 dernières années quand même beaucoup de Et clés. Gilles, Tu restes. Oui, juste pour une dernière phrase, un dernier mot, je voulais te remercier aussi, d'abord pour ton invitation et pour le partage très amical que tu fais avec ton audience. J'encourage la mienne, s'ils ne l'ont pas fait, de lire tes livres. Mais aussi, je voulais te remercier parce que tu es un des rares, tu n'es pas le seul, on n'est pas les seuls. Mais toi, Thierry Casanovas, après, qu'on nous aime pas, qu'on apprécie 100% de notre discours ou 50% de notre discours, peu importe. Mais tu es un des lanceurs d'alerte sur un sujet très important, la santé, la nutrition et bien d'autres choses encore. Tu es une de ces rares personnes courageuses qui s'expose, en plus avec ton nom, avec ton visage. Voilà, il y en a d'autres, hein, qui se cachent, etc. Euh, on prend des risques et tu prends des risques, surtout dans un pays où tu prends plus de risques potentiellement que moi dans le mien. Alors je sais que ton discours, il est quand même, tu, bah, malgré tout, je pense que tu touches des sujets très importants contre lesquels il y a des lobbies très puissants. Donc, tu es courageux et c'est important de le remarquer et c'est important que les gens en parlent et les gens qui nous écoutent doivent parler du travail que tu fais, que l'on fait autour d'eux, mais pas juste se dire ah ouais, moi je suis abonné Patreon, c'est cool, j'ai des infos intéressantes. Non, mais parlez-en aux autres. Alors, c'est pas obligé de les convaincre, mais dites-leur, abonnez-vous pendant un mois, 2 mois, voyez comment c'est, vous allez voir, c'est des infos que vous aurez nulle part ailleurs et ça vaut la peine et il faut le dire et je voulais te remercier pour ça. merci Pierrot, tu m'as toujours renvoyé l'ascenseur, tu es un des rares à le faire régulièrement. En tout cas, je garde, si tu veux, ce côté, je dirais, alimentation, résilience aussi alimentaire, puisque je vais donner régulièrement, tu vois, des recettes, reprendre la main, comme tu disais, il faut reprendre la main sur sa vie, voilà, économique, etc. Faut repartir en cuisine, en fait. Peut-être pas faire votre propre potager, moi, c'est pas trop mon truc, contrairement à toi, c'est Valérie qui s'en occupe, Ah, tu vois. voilà, Mais ouais, mais bon, ben il y a c'est un quelqu'un qui le travail fait. d'équipe, tu Mais comprends? oui, Donc c'est moi qui fais la cuisine par contre, hein. eh C'est ben moi qui fais la voilà. cuisine et je fais la vaisselle aussi. Parce que j'ai pas de la vaisselle tout à la main, hein. Ah, j'ai noté les outils, hein. Eh oui, Comme les fusils et tout, voilà, il faut faut nettoyer les outils et nettoyer. je fais la vaisselle. Je prends plaisir à faire la vaisselle parce que je pense, voilà, à certaines choses. Lorsque Mhm. je me détends en faisant la vaisselle, bon, en même temps, on n'est que deux à la maison, hein, donc on a pas une grande famille, tu vois. Mais en tout cas, je trouve que l'alimentation, c'est une belle porte d'entrée pour prendre conscience. Je pense que pour prendre conscience du monde dans lequel nous allons, il y a plusieurs portes d'entrée. Toi, tu as été la mienne pour le survivalisme. Donc, si j'ai pu être la tienne sur l'alimentation, j'en suis le plus heureux. Merci beaucoup, Pierrot. Donc, je vous encourage, vous qui m'écoutez, ben, vous le connaissez puisque je parle de lui régulièrement. Donc voilà, je vous ai cité ma trilogie, hein, je vais la répéter. Donc RNRBC pour acheter des masques adéquats, à pas les masques en mouchoir papier qui ne servent à rien, hein, parce que non, il m'a fait acheter des masques, Pierrot. Je vous les sortirai tout à l'heure. C'est Valérie qui s'en sert pour faire des clips, tu vois, avec J'ai le même depuis des 9 trucs mois dans énormes. mes jeans. Ouais, ça c'est des masques excuses qu'on a tous dans la poche depuis des mois. Deuxième livre, donc c'est coécrit avec notre ami Vol-Ouest, donc c'est Rue Barbare. Allez sur le site de Pierrot, directement chez son éditeur. Il faut préserver tous les coups, hein. Donc c'est une nouvelle édition enrichie. Mhm. Et puis ben ça a été mon premier livre, donc je vous le partage, Survivre à l'effondrement économique. Donc vous allez faire des cauchemars jusque-là à peu près, la première moitié, et puis la deuxième moitié, donc c'est les solutions. C'est pour ça que c'est un livre qu'il faut lire très vite. Oui. Merci pour ton temps, merci pour tes éclaircissements et ta vision. Tu seras toujours le bienvenu sur cette chaîne, Pierrot. Et Merci à vous les amis réciproquement. merci à vous d'avoir suivi ce live. Vous étiez très très nombreux. C'est sympa. Salut.
Ah, je vous donne rendez-vous demain, avant que vous partiez demain. Je reçois un Québécois